Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale du Journal de l'Afrique. Une émission délocalisée à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. À moins de 2 jours de l'élection présidentielle, nous allons tenter de faire le point sur les défis qu'attendent ce pays avec nos invités, nos reportages, nos correspondants, nos experts. Avec nous ce soir, un politologue, Geoffroy Julien Kwao. Merci d'être avec nous pour décrypter notamment l'actualité politique. Et puis Julia Guggenheim, vous la connaissez, c'est notre correspondante depuis un peu plus de 2 ans en Côte d'Ivoire. Elle a sillonné le terrain, elle a couvert cette campagne. Elle nous en parlera dans quelques instants. Et puis nous aurons aussi la chance d'accueillir Serge Daniel, notre correspondant pour le Sahel, qui nous parlera d'un des grands défis du pays, le défi sécuritaire. Et nous avons aussi choisi de donner la parole à des acteurs de terrain. Avec nous tout à l'heure, la présidente d'une ONG qui s'occupe des enfants malades atteints du cancer. Elle est sur le terrain, elle nous parlera de ses attentes, notamment pour les secteurs de la santé en Côte d'Ivoire. Mais avant de développer tout cela, on va faire un point sur la campagne, ce dernier jour de campagne, avec nos équipes sur le terrain. Voyez ce reportage signé Julia Guggenheim, Caroline Dumais, Makamara et Damien Kofi. Dans la commune d'Abobo, fief historique d'Alassane Ouattara, c'est l'effervescence. Toute la zone vibre aux couleurs du président candidat. C'est Ado non on aime, Ado ou rien. Des milliers de partisans s'apprêtent à rejoindre la place de la République où il doit tenir son dernier meeting. C'est la stabilité, Ado parce que c'est la prospérité, Ado c'est pour une grande nation ambitieuse et solidaire. Alassane Ouattara a fait ses preuves. L'ambiance était festive également dans la deuxième ville du pays, à Bouaké. Si Jean-Louis Billon n'a pas le soutien du PDCI, cela ne l'a pas empêché de donner rendez-vous à ses militants au cœur du pays baoulé, fief historique du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. C'est le candidat idéal parce qu'il ose le changement. Et c'est la nouvelle génération dont nous aspirons à une nouvelle génération. Les militants de Simone et Yvette, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, se sont retrouvés à Aboissau, dans sa région d'origine, à l'est du pays. Figure de la crise post-électorale de 2010-2011, la candidate a fait de la réconciliation nationale une de ses thématiques de campagne. Après qu'un pays ait traversé une calamité comme celle que notre pays a connue depuis la crise post-électorale de 2010, il faut une personne pour l'alternance, pour une alternance pacifique. Une thématique également importante pour Henriette Lagou, qui a choisi la commune de Yopougon à Abidjan pour son dernier meeting, ainsi que pour Awa Donmelo, qui est élu à Mbapo, dans le sud-est du pays. 15 ans après, ces violences restent un traumatisme dans l'esprit de nombreux Ivoiriens. Dans cette gare d'Abidjan, plusieurs d'entre eux nous ont confié préférer quitter la ville en cette période électorale. À cause de la situation actuelle, à cause de ça, voilà. Donc, on préfère rentrer pour ne pas revivre les mêmes scénarios de 2011 et 2010. Plus que 2 jours avant l'heure de vérité, où 8,7 millions d'Ivoiriens seront appelés aux urnes pour départager les 5 candidats. Et on en parle justement de cette campagne avec vous, Julia Guggenheim. J'allais dire merci de nous avoir rejoints, mais c'est plutôt nous qui vous avons rejoints ici à Abidjan. Vous êtes ici depuis plus de 2 ans maintenant. Vous couvrez pour nous l'actualité ivoirienne et vous avez couvert particulièrement pour nous cette campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur cette campagne ? Bonsoir Myriam. Alors effectivement, c'était 14 jours de campagne qui étaient assez intenses pour les 5 candidats qui ont véritablement sillonné le pays pendant tous ces jours-là. Alassane Ouattara, le président sortant d'abord, lui, sa stratégie, c'est le un coup chaos, c'est-à-dire que son objectif, c'est de remporter l'élection présidentielle dès le premier tour. Il ne s'en cache pas. Il faut dire qu'il a eu peut-être la campagne la plus visible sur le terrain, celle qui était le plus financée également, peut-être. En effet, c'est le seul parmi les 5 candidats qui bénéficie réellement du soutien d'un grand parti organisé derrière lui. Alors ensuite, il y a eu la campagne de Jean-Louis Billon. Lui, c'est un riche homme d'affaires ivoirien qui est issu du PDCI, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas soutenu par ce parti. Alors ça ne l'a pas empêché d'aller dans un certain nombre de régions, d'aller dans de nombreuses régions de Côte d'Ivoire et de ne pas se contenter justement des régions où le PDCI est historiquement fort, ce qui a été pour le coup un peu
peu moins le cas chez Simone Yvette, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo. Elle, pour le coup, alors elle a été dans un certain nombre de régions aussi, mais elle s'est surtout concentrée sur l'ouest de la Côte d'Ivoire et d'une manière générale sur les zones où l'ancien FPI, donc voilà, les zones où l'ancien président Laurent Gbagbo était historiquement très populaire et elle ne cache pas, elle continue à bénéficier véritablement de l'aura de Laurent Gbagbo, elle s'en cache pas, ses militants voilà, l'apprécient également pour ça. Des militants que j'ai pu rencontrer m'ont dit que son divorce d'avec Laurent Gbagbo, c'était peut-être pour eux un des événements les plus tristes de ces dernières années en Côte d'Ivoire, et en tout cas on voit que tous continuent à l'appeler vraiment décidément Madame Gbagbo, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite il y a eu la campagne également d'Henriette Lagou et de Awa Dolmelo, qui sont eux aussi deux anciens proches de Laurent Gbagbo. Pour le coup, ils ont peut-être un petit peu moins convoqué la figure tutélaire de l'ancien président. Chacun avait un peu son thème de prédilection. Awa Dolmelo, c'est réellement la question de la souveraineté, et Henriette Lagou, elle, c'est plutôt la question de la réconciliation nationale, même si cette question-là, effectivement, elle est traitée par un certain nombre, enfin par la totalité en réalité des candidats à cette élection présidentielle. Alors vous avez égrené tous ces noms. Il y a deux noms qui n'étaient deux personnalités politiques qui n'étaient pas candidats, mais qui ont quand même pesé sur cette campagne. Vous l'avez dit, Laurent Gbagbo, mais aussi Tidjane Thiam. Leur ombre a plané au-dessus de cette campagne, même s'ils n'ont pas pu se porter candidats à cette élection. Absolument, oui, c'est le cas. Et puis il faut dire qu'ils ont appelé leurs partisans à se mobiliser contre le processus électoral, qu'ils ne reconnaissent pas. Laurent Gbagbo, encore hier soir, dans une interview, eh bien, il parlait de coup d'état civil pour parler de cette élection qui va se tenir dans 2 jours ici en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, depuis Paris, où il réside maintenant depuis un certain nombre de mois, lui, il a appelé à libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on a vu qu'il y a eu quelques mouvements effectivement de protestation pour protester justement contre ce processus électoral, qui ont donné lieu à des heurts avec les forces de l'ordre dans un certain nombre de cas, notamment à Abidjan lors de la marche interdite du 11 octobre dernier, et puis depuis plutôt à l'intérieur du pays. 4 personnes, dont un gendarme selon des sources officielles, eh bien, ont trouvé la mort dans malheureusement ces incidents. Les autorités, eh bien, elles espèrent, elles veulent vraiment éviter toutes sortes de débordements dans cette période électorale, et pour ce faire elles ont déployé 44 000 forces de l'ordre sur tout le territoire. Le parquet a annoncé dans un communiqué, eh bien, qu'il aurait la main lourde envers les personnes qui commettent tous ces actes-là. Il y a eu déjà 700 arrestations et une 60aine de personnes, eh bien, ont été condamnées à des peines de 3 ans d'emprisonnement pour troubles à l'ordre public. Merci beaucoup Julia pour ce point complet sur la campagne. Vous avez parlé de ces électeurs. On va s'intéresser aux plus jeunes d'entre eux. Cette campagne a-t-elle été à la hauteur de ces électeurs? Quelles sont leurs attentes, leurs priorités? Célia Caracena et Armelco se sont rendus ce matin sur un marché à la rencontre de ces jeunes. Écoutez leurs réactions. Le problème, c'est la jeunesse. Concernant les petits boulots pour la jeunesse, c'est ça notre problème. Aujourd'hui, il y a des diplômés, mais pas de travail. C'est difficile pour nous. Non, moi, personnellement, mon cas, c'est du boulot pour la jeunesse. La gouvernance, plus prendre plus de considération les filles, parce que quand une fille est au devant de quelque chose, c'est une évolution. Donc, il faut aider la femme financièrement à développer son entreprise pour qu'elle soit indépendante. La paix, surtout la paix. Je voulais qu'il y ait de la réconciliation pour les Ivoiriens. Je pense que pour un pays, le plus important, c'est le capital humain. Donc, un président, pour favoriser le développement du pays, devrait plutôt investir dans l'éducation, parce que l'éducation, ça forme les futurs leaders de demain, et la Côte d'Ivoire, c'est bâtie sur la jeunesse. Bonsoir Geoffroy-Julien Kouao. Bonsoir. Vous êtes politologue. Merci beaucoup d'être venu ici pour décrypter pour nous cette politique ivoirienne passionnante. On a entendu ces jeunes. Est-ce que ça vous étonne qu'ils réclament
une meilleure éducation, plus d'emplois, et cette femme qui parlait du droit des femmes aussi, plus de place pour la femme dans la société ivoirienne? Non, je ne suis pas étonné parce que la population juvénile en Côte d'Ivoire est très importante, plus de 70% de la population, et on a 8 millions d'élèves et d'étudiants, 4 millions d'élèves dans le primaire, 3 millions dans le secondaire et 300 000 dans le supérieur. Ce sont donc des milliers de diplômés qui sortent des écoles et des universités en Côte d'Ivoire chaque année. Il y a donc une forte demande, n'est-ce pas, d'emploi. Malheureusement, l'offre ne suit pas. Certes, il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, au niveau de la fonction publique, quand vous prenez des concours comme la magistrature, il y avait à peu près 2000 candidats pour 109 postes, n'est-ce pas? Au niveau de l'École nationale d'administration, il y avait près de 30 000 candidats pour 700 postes. Au niveau du CAFOP, il y a eu 5 000 postes pour près de 100 000 candidats. Donc il y a une inadéquation entre, n'est-ce pas, la demande d'emploi juvénile et les offres d'emploi. C'est vrai qu'au niveau du privé, le gouvernement a mis en place la politique de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat. Il y a des efforts qui sont faits, mais ça reste largement insuffisant. Et puis, bon, au niveau même de l'école, il y a certes des infrastructures qui ont été construites, des écoles, des universités, mais dans le secteur public, surtout au niveau de l'école publique, les effectifs restent encore pléthoriques. On rencontre régulièrement 100 élèves par classe et les enseignants sont toujours en grève. Et donc, il y a un malaise au niveau de l'éducation, même si, il faut le reconnaître, le gouvernement fait des efforts, de nouvelles écoles ont été construites, de nouvelles universités également, mais ça reste largement insuffisant. Alors, vous parlez de cette jeunesse. Vous avez dit qu'elle est majoritairement jeune. On est majoritairement jeune en Côte d'Ivoire. 75% de la population a moins de 35 ans. Et pourtant, la classe politique est plutôt vieillissante. Est-ce que ce n'est pas ce fossé qui crée justement un désintérêt de la politique? Nos correspondants sont allés à la rencontre de la jeunesse. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Toute la journée sous le soleil d'Abidjan, Ibrahim, 25 ans, propose son aide aux automobilistes pour tenter de gagner quelques milliers de francs CFA. Voilà, nous aujourd'hui, on est obligé de garer les voitures pour avoir de quoi manger. Évidemment, ça ne va pas. Mais pour sortir de cette précarité, il n'espère rien de la politique, d'autant que le souvenir des crises électorales passées est encore vivace. Ça a été toujours la même chose. On a toujours dit si on a voté, ça va nous aider. Mais on voit toujours ces mêmes conneries, là, on est dedans. Nous, les enfants du pays, on va se battre pour eux. Mais pas finish, c'est nous, on prend les pots cassés. 25% des jeunes de 18 à 35 ans sont inscrits sur la liste électorale. D'après une étude d'Afrobaromètre, ils étaient 2 fois moins nombreux que leurs aînés à voter lors des précédentes élections. Principale raison, le rejet des institutions par une partie de la jeunesse ivoirienne. Un sentiment que tente de juguler la commission électorale indépendante avec cet atelier où des jeunes font entendre leur voix. La CEI est plutôt influencée par les décisions politiques. Il devait avoir une révision électorale chaque année. Cette année, la révision n'a pas eu lieu et le président de la CEI nous a dit que la révision aura lieu mais après les élections. Comme solution, le groupe 4 a dit que la CEI doit être entièrement constituée des membres de la société civile pour éviter l'influence des différents partis politiques. Autre problème, le peu de place laissée aux jeunes leaders. La classe politique reste dominée par des figures tutélaires comme le président sortant Alassane Ouattara ou son prédécesseur Laurent Gbagbo, tous deux octogénaires. Il faut être ancien pour être sage et on pense que les jeunes ne sont pas assez sages, donc il faut les maintenir très loin des zones de décision. Et je crois que c'est tout cela qui a démotivé beaucoup de jeunes aujourd'hui à prendre la parole, à s'engager politiquement. Le 25 octobre prochain, ce sont donc 5 candidats, tous âgés de plus de 60 ans, qui tenteront de convaincre les 8,7 millions d'électeurs appelés aux urnes. Geoffroy Julien Kouao, est-ce que vous pensez que c'est un désintérêt de la jeunesse ivoirienne pour la politique ou plutôt une désillusion? Il est difficile de répondre à cette question, mais allons-y avec les éléments objectifs.
votre remarque est juste, en ce sens que quand on prend la classe politique, par exemple, M. Ouattara, le président de la République, il a 84 ans, M. Laurent Gbagbo a 80 ans. Quand vous prenez les candidats en liste actuellement, le plus jeune, M. Jean-Luc Billon, a 60 ans. Donc on assiste à une gérontocratie en Côte d'Ivoire, même si, comme vous l'avez dit, les jeunes constituent près de 75% de cette population ivoirienne. Donc la jeunesse constitue une majorité sociologique, voire démographique, mais une minorité politique. Mais cela s'explique par des éléments objectifs. Du strict point de vue du droit, par exemple, il y a des obstacles majeurs. Par exemple, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 35 ans et plus. Vous voyez, or la jeunesse en Côte d'Ivoire, selon l'Institut national des statistiques, c'est entre 15 et 34 ans. Donc ça exclut de fait les jeunes. Ensuite, il y a le cautionnement. Par exemple, pour être candidat en Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle, il faut donner un cautionnement de 50 millions, alors que la jeunesse est extrêmement paupérisée, n'a pas ce moyen. Et puis il y a le facteur culturel qui veut qu'on ait un culte pour les anciens et qu'il y a une certaine immaturité de la jeunesse. Donc voici un ensemble d'obstacles qui pourraient expliquer l'absence des jeunes sur le terrain politique. Alors c'est une question qu'on se pose régulièrement, pas qu'en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Est-ce que les jeunes se sentent exclus un petit peu de ce jeu politique? Oui, comme je viens de vous le dire, apparemment, ils ne sont pas assez sur le terrain politique. En Côte d'Ivoire, vous voyez, quand on parle par exemple de M. Jean-Luc Billon, qui est le Benjamin des candidats en liste, il a 60 ans, mais on le présente comme un jeune. On le présente comme un jeune, et donc c'est un véritable défi. Mais pour cela, il faut, comme je l'ai dit, par exemple, mettre fin à l'âge de 35 ans comme âge pour être faut-il limiter, c'était un projet d'Alassane Ouattara, limiter l'âge, faire un âge limite pour un président, ne pas dépasser un certain âge? Oui, moi je pense que ça devait coïncider avec la majorité électorale, c'est-à-dire à partir du moment où on a 18 ans pour voter, on pouvait être capable à 18 ans aussi d'être candidat. Et puis bon, au niveau, parce que vous voyez, avant il avait l'âge limite c'était 75 ans pour être candidat à la présidentielle. Et ça a sauté. Personnellement, je suis pour parce qu'il appartient aux populations de dire qui peut les diriger. Et donc, il faut voir aussi au niveau de la jeunesse une coïncidence entre l'âge d'éligibilité et la majorité électorale. Il faut aussi voir surtout mettre fin à cette plutocratie qui instaure n'est-ce pas, 50 millions comme cautionnement pour être candidat. C'est antidémocratique parce que ça installe le suffrage censitaire alors que la Constitution ivoirienne dispose clairement que le suffrage est universel. Or, le suffrage universel, c'est un suffrage qui permet et aux pauvres et aux riches et de voter et d'être candidat. Alors, Julien en parlait tout à l'heure, on a tous suivi la prise de parole de Laurent Gbagbo hier. Lui-même a parlé de l'âge et il a dit dans cette interview, à 80 ans, on n'est pas en forme. Il a parlé de l'âge, il a dit lui-même qu'il se retirait sans vraiment prendre sa retraite politique, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de retraite politique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette interview, de cette personnalité politique qui a marqué la Côte d'Ivoire? Deux choses. D'abord, j'ai vu un Laurent Gbagbo combatif, offensif contre le processus électoral actuel, qu'il a qualifié de braquage électoral et de coup d'État civil. Et il a dit soutenir ceux qui sont dans la rue, mais ne les a pas appelés explicitement à descendre dans la rue. Ça, c'est du Laurent Gbagbo, ça, de la ruse et de l'intelligence politique. Deuxième chose, je pense que c'est un au revoir pour Laurent Gbagbo. Il a dit implicitement au revoir à la population ivoirienne et je pense que c'est vraiment un acte extrêmement important parce que si Houphouët-Boigny incarne les indépendances, Laurent Gbagbo incarne pour les Ivoiriens celui qui a introduit le multipartisme. Dans tous les cas de figure, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié restent les principales figures de la vie politique ivoirienne post-Houphouët-Boigny de ces 30 dernières années. Alassane Ouattara lui-même, puisque vous en parlez, avait dit qu'il allait passer le relais à la nouvelle génération. Ça devait être fait d'ailleurs à la précédente élection présidentielle. Finalement, son Premier ministre est décédé, il s'est représenté, il se représente une nouvelle fois. Est-ce qu'il y aura un passage de relais? Est-ce qu'il y a une génération aussi qui est prête à prendre ce relais, que ce soit dans le parti d'Alassane Ouattara ou dans les autres grands partis politiques? Oui, le président Ouattara a toujours dit qu'il souhaite laisser la place aux jeunes, mais dans les faits, il est toujours candidat. Et Dieu merci, il est toujours aussi en bonne santé. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans une monarchie où on donne le pouvoir par succession. Il appartient aux jeunes
de s'intéresser à la politique, de s'organiser à travers des instruments politiques comme les partis politiques et autres, pour pouvoir arracher le pouvoir à travers le suffrage universel. Il est légitime pour M. Ouattara, pour M. Gbagbo et autres de vouloir toujours être dans l'arène politique. Il est aussi légitime pour les jeunes de s'organiser différemment en dehors de la tutelle de Laurent Gbagbo et de Alassane Ouattara pour s'organiser en vue de permettre une transition générationnelle au niveau du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Alors justement, pour qu'il y ait cette transition générationnelle, il faut intéresser les jeunes à la politique. Est-ce que vous ne pensez pas? Quand on voit par exemple l'interview hier de Laurent Gbagbo, qui n'a pas appelé à voter pour aucun candidat, qui ne soutient aucun candidat, pas même son ex-épouse, est-ce que ce n'est pas aussi une campagne de querelles, de vieilles rancœurs, de règlements de compte qui fait que la jeunesse est complètement désintéressée de cette génération politique et veut peut-être tourner la page? Oui, vous savez que depuis l'instauration du multipartisme, la Côte d'Ivoire a été incapable d'organiser des élections présidentielles consensuelles, inclusives et apaisées. En 1995, il y a eu 30 morts lors de l'élection présidentielle. En 2000, on a compté 300 morts lors de cette élection présidentielle. En 2010, ça a été le comble, avec 3000 morts. Et en 2020, nous avons compté 87 morts. Autrement dit, la violence politique et l'exclusion politique sont consubstantielles au jeu politique et au jeu électoral en Côte d'Ivoire. Hier, c'est M. Ouattara qui était exclu du jeu électoral par le PDCI-RDA. Aujourd'hui, c'est M. Thiam du PDCI, M. Gbagbo du PPACI qui sont écartés du jeu électoral par le pouvoir RHDP. Autrement dit, à l'observation, nous sommes dans une démocratie sans démocrate parce que la démocratie suppose l'alternance politique. Or, depuis 1990, les pouvoirs successifs refusent l'alternance politique, ce qui pourrait expliquer les différentes exclusions des candidats de l'opposition qui pourraient créer cette alternance et les violences politiques qui s'en suivent. Alors on va parler d'un autre défi avec vous, Serge Daniel, notre correspondant pour le Sahel. Merci d'être avec nous, nous sommes ravis de vous accueillir ici à Abidjan. On va parler de la sécurité. Un des thèmes de cette campagne présidentielle, la sécurité, la menace sécuritaire, notamment dans les zones frontalières avec les pays du Sahel, le Burkina Faso et le Mali. Cette menace est concrète sur le terrain. Je vous propose de visionner le reportage de nos correspondants Julia Guggenheim et Damien Kofi. On en reparle juste après avec Serge Daniel. C'est une menace omniprésente pour les éleveurs. Le vol de bétail devenu une des principales sources de revenus pour les groupes armés qui multiplient les incursions dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont bien armés, ils viennent avec les motos et puis ils viennent enlever le bouvier avec les baies à des forces, avec les armes pour partir. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de nos amis qui sont des éleveurs qu'on ne les retrouve plus. Ni les baies, ni eux-mêmes. On a peur. On a peur de nous-mêmes, nos vies. On a peur de nos sécurités nous-mêmes. Des enlèvements, mais aussi des meurtres. En 2024, un bouvier qui a refusé de suivre ses ravisseurs a été abattu. On a des gens qui sont infiltrés. Donc, ils sont au sein de nous. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une grande méfiance au sein de la communauté même. La présence de plusieurs groupes armés au Burkina Faso pénalise également la population ivoirienne sur le plan économique, comme cette commerçante qui s'approvisionnait auparavant de l'autre côté de la frontière. Avec la menace, on n'arrive plus à voyager pour acheter nos denrées alimentaires. On est obligé de se contenter des commissions. Avant, on arrivait à gagner 5 000 francs CFA par jour. Aujourd'hui, avec ces changements, ça ne dépasse pas les 1 000 francs CFA. Une situation qui inquiète ces leaders communautaires réunis à la cour royale de Bouna. Généralement, quand on a accumulé trop de frustration, ça veut dire qu'on devient un terreau fertile pour celui qui vient, pour le recruteur qui vient vers vous. L'État ne peut pas trouver de l'emploi à tout le monde, mais au moins créer les conditions pour que ces jeunes-là puissent avoir des débouchés pour éviter ces questions. Un problème que les autorités affirment prendre en main. L'État a alloué un budget de 33 milliards de francs CFA pour favoriser l'insertion professionnelle de près de 70 000 jeunes dans les 6 régions du nord du pays. Serge Daniel, on ne vous présente plus sur France 24. Vous êtes notre correspondant pour le Sahel.
et vous connaissez cette région parfaitement. Vous avez été correspondant à Bamako pour RFI pendant de nombreuses années aussi. Vous voyez l'évolution de la situation dans la région. Vous la connaissiez avant, vous la suivez aujourd'hui. On sait que certains pays sont peut-être plus menacés que d'autres. On pense au Bénin, au Togo. On dit que la Côte d'Ivoire est loin, mais la menace est concrète. On l'a vu dans ce reportage. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette contagion en Côte d'Ivoire? Il faut faire attention. Vous savez, depuis 2016, déjà, il y a eu un attentat contre une station balnéaire de Grand Bassam. Je pense qu'à partir de là, les Ivoiriens se sont dit, attention, prenons les choses en main parce que ça peut arriver à tout le monde. Le pays s'est renforcé en matière de sécurité. Le pays a acquis de l'armement, mais ils se sont dit ensuite, ça c'est très important, le tout sécuritaire ne fonctionne pas. Le tout sécuritaire ne fonctionne pas, il faut que nous prenions à cœur un problème, les jeunes. Et ce qui fait qu'il y a eu un programme ambitieux ici, qui a concerné 5 régions, au moins 5 régions du Nord, qui ont des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, pour encourager les jeunes justement à développer, à travailler, à se former. Et ça a été très intéressant. Ce qui a été particulièrement intéressant dans ce projet, c'est que vous avez des jeunes originaires des pays voisins qui ont profité de ces programmes puisqu'ils sont à la frontière. Mais ça ne suffit pas, il faut être vigilant. Quel est le plus grand risque aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? On voit que les djihadistes prennent de l'ampleur au Mali et au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a une crainte si, par exemple, l'une des capitales tombait entre les mains, Bamako, par exemple, entre les mains des djihadistes? Quelle serait la plus grosse menace et comment réagirait le pays dans ces cas-là? Ça, c'est une bonne question. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les djihadistes donnent l'impression d'avoir, dans un premier temps, contourné la Côte d'Ivoire. Ils sont allés au Burkina, au Mali. Du Burkina, ils sont allés au Bénin. Ce sont les mêmes groupes qui attaquent le Bénin, c'est-à-dire le groupe du soutien à l'islam et aux musulmans de Yadar Ali, qui attaque le Togo. Je viens d'une réunion sécuritaire au Togo, et ce qui m'a été dit, c'est que l'une des dernières attaques a été menée par des jeunes qui étaient venus sur les lieux avec 102 motos neuves, armés sur 102 motos neuves. Donc, ils ont les moyens. Donc, il y a danger. Donc, ils risquent de revenir en Côte d'Ivoire, ce qui serait tout à fait normal. D'où la nécessité, de mon point de vue, d'avoir une coopération sécuritaire sous-régionale. Et justement, les relations avec les deux pays voisins concernés, à savoir le Mali et le Burkina Faso, sont tendues, notamment avec le Burkina Faso. On voit des passes d'armes régulièrement, des attaques de la part de l'homme fort du Burkina, Ibrahim Traoré. Est-ce que ça ne complique pas la donne, sachant aussi qu'il y a une forte communauté malienne et burkinabé en Côte d'Ivoire? Ça complique la donne. Donc il va falloir forcément trouver une solution. Vous savez qu'il y a l'initiative d'Accra, qui est un plan de lutte contre le terrorisme. Il y a un autre plan de la CEDEAO, c'est un peu combiné. Il faut forcément s'entendre. Je sais actuellement qu'il y a une initiative de relancer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina en matière de sécurité. Et ça, c'est quelque chose de très important. La Côte d'Ivoire a besoin de ces pays et ces pays ont besoin de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on peut assister à une escalade, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Il ne faut pas le souhaiter. Je pense que plusieurs pays travaillent à ce que ça n'arrive pas. Mais vous avez un risque aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que vous avez un terrorisme politico-économique dont on ne parle pas, un terrorisme tribal. C'est-à-dire que lorsque vous faites des amalgames, vous recrutez localement ou vous accusez des communautés locales d'être des terroristes, ça peut dégénérer parce qu'encore une fois, du long des deux frontières, ce sont les mêmes populations. Quelle est votre vision pour le futur dans cette région, notamment là où le reportage a été tourné dans le nord de la Côte d'Ivoire? Moi, je suis optimiste, je vais vous dire pourquoi. Si vous prenez un jeune Ivoirien à la frontière aujourd'hui et un jeune Burkinabé de l'autre côté de la frontière, ils ne sont pas politisés. Ce sont les jeunes. Ils ont les mêmes problèmes. Ils ont la même envie de réussir. Et ce sont des parents. Je pense que les politiques ne pourront pas diviser les populations. Que les populations vont faire cette unité que les politiques n'arrivent pas à faire. Et je voulais dire, moi, je m'intéresse beaucoup aux questions sécuritaires. Je sais qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de mener 2 actions en direction du Burkina et du Mali pour que la coopération sécuritaire reprenne. Je vous voyais hocher de la tête. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Vous êtes optimiste? Oui, je suis d'accord avec M. Serge Daniel, parce que dans la réponse de la Côte d'Ivoire au terrorisme, la Côte d'Ivoire répond doublement, militairement et socialement.
la Côte d'Ivoire a déployé les forces de défense et de sécurité, comme il a dit, dans le septentrion ivoirien, aux frontières du Burkina et du Mali, mais surtout l'action sociale en renforçant la présence de l'État à travers des écoles, à travers des hôpitaux, à travers des infrastructures routières et surtout l'insertion sociale, professionnelle de la jeunesse septentrionale ivoirienne. Et donc c'est une très bonne chose. Quant aux relations entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali, je pense que ces trois États sont des États siamois, qui ont les mêmes populations. Près de 4 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, près de 2 millions de Maliens sont ici. Je pense que c'est un débit amoureux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina et le Mali. Les autorités ivoiriennes ont toujours su avoir la diplomatie nécessaire pour calmer le jeu. Au niveau aussi du Burkina et du Mali, il y a de bonnes intentions. Comme l'a dit Serge Daniel, il ne faudrait pas souhaiter des escalades. Et dans tous les cas de figure, je pense que Yamoussoukro, Bamako et Ouagadougou sauront trouver la solution la meilleure parce que l'ennemi est commun, c'est le terrorisme. Si je peux ajouter quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que les terroristes ont un vernis idéologique qui est la religion. Au nom de la religion, il faut ceci, c'est pas la religion, c'est pas vrai. Il serait souhaitable que nos pays, dans la sous-région, disent ce qui est la vraie religion. La vraie religion musulmane, c'est quoi aux enfants? Et je pense que c'est très important parce qu'on ne discute pas le dogme des djihadistes, des religieux, des djihadistes, des terroristes qui veulent imposer une religion qui n'est pas celle qu'on connaît. Voilà, c'est le travail de l'éducation, on en parlait aussi tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce point sécuritaire très complet. On va à présent parler d'un secteur où les défis sont énormes, celui de la santé. Nous avons choisi ce soir de vous montrer le combat d'une femme qui est à la tête d'une ONG qui vient en aide aux enfants atteints du cancer. Une ONG qui a mis en place à disposition de ces enfants une maison, la maison de vie, pour accueillir ces enfants lorsqu'ils viennent à Abidjan, non loin d'Abidjan, pour être soignés. Je vous propose de regarder ce petit extrait, cette petite séquence dans cette maison de santé, et on en reparle avec elle juste après. Depuis 6 mois, le petit Simon est hébergé avec sa mère dans cette maison de vie de l'ONG Adorad, située en périphérie d'Abidjan. C'est quoi tu viens faire pour lui aujourd'hui? Ça a tiqué. Tu as déjà mouillé ça. En attente d'une opération qui doit reconstituer son œsophage, il ne peut être nourri qu'à travers cette sonde. C'est un produit qu'il a bu qui a endommagé sa gorge. On est venu ici car plus rien ne peut passer par sa gorge. Et au village, ils ne peuvent pas le soigner. Comme la majorité des enfants hébergés dans cette maison, Simon est issu d'une famille défavorisée, originaire d'une zone rurale, peu dotée en infrastructures médicales. Un des objectifs que les médecins nous ont demandé d'atteindre, c'est qu'ils puissent prendre du poids. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Il n'y a pas de manque. Ici, il y a toujours à manger, au niveau même de ses soins. Si jamais il pique une crise ou il y a quelque chose de mauvais, on peut l'évacuer rapidement. Jusqu'à 20 enfants peuvent être hébergés totalement gratuitement dans cette maison pendant toute la durée de leurs soins pré- et post-opératoires. Et Isabelle Kofi est avec nous, nous a rejoint ici sur ce plateau, la présidente d'Adorad. On a vu votre combat dans ce petit extrait au quotidien pour les enfants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en Côte d'Ivoire pour améliorer ce secteur de la santé, notamment pour ces enfants? Merci Myriam, merci pour l'invitation. Le cancer pédiatrique, les cancers pédiatriques en Côte d'Ivoire sont une véritable réalité. Ils existent. Et il faudrait mener plusieurs actions dans le but de la sensibilisation, mais surtout de la prise en charge des enfants atteints de cancer en Côte d'Ivoire et un accompagnement réel au niveau des institutions qui s'en occupent. C'est vrai que le gouvernement a déjà fait, c'est vrai que le gouvernement fait, mais il faut encore plus. On a par exemple la construction prochaine d'un hôpital à Grand Bassam qui va accueillir des malades du cancer et où on a eu la promesse où les enfants auront un pôle assez important. On a, de par la volonté du couple présidentiel aujourd'hui, un accompagnement au niveau de certains médicaments sur les unités d'oncologie pédiatrique de l'hôpital mère-enfant de Benjerville et du CHU de Treichville. On a aussi un soutien plus appuyé sur les formations des médecins qui résident à l'intérieur du pays.
c'est déjà bon, mais il y a beaucoup de choses encore. Alors on parle beaucoup, Isabelle Kofi, de toutes ces infrastructures réalisées, les routes, les transports, etc. Mais concernant le secteur de la santé, qu'est-ce qu'il faudrait réaliser aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que je voudrais parler spécialement concernant une pathologie pédiatrique grave qui est le cancer, dans laquelle je milite. Aujourd'hui, on a besoin, par exemple, de former un peu plus de médecins, encourager les jeunes à se tourner vers cette spécialité, parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a seulement 6 oncologues pédiatres qui sont malheureusement tous basés à Abidjan, c'est-à-dire 2 à l'hôpital mère-enfant de Bingerville et les 4 autres au CHU de Trècheville. C'est une goutte d'eau dans la mer. Aussi, il faudrait un appui réel. Il faudrait un appui réel à ces parents qui sont en face de cette pathologie qui est appauvrissante en tant que telle. Aujourd'hui, nous plaidons pour la gratuité des soins pour les enfants atteints de cancer. Aujourd'hui, nous plaidons pour une prise en charge même partielle des coûts des médicaments de la part du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un chemin qui est contraire à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire jusqu'à présent, ce sont de grandes institutions internationales qui sont venues appuyer la lutte contre les cancers en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est important que les ONG locales puissent être accompagnées, déjà qu'on puisse reconnaître le travail qui est fait en amont et que ces ONG-là puissent être accompagnées de façon concrète. Voilà. On a un autre problème, celui de la recherche en Côte d'Ivoire. Il faudrait que cela parte d'une volonté politique pour qu'il y ait plus de recherche, à l'instar de certains pays comme le Ghana, concernant les cancers de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons un registre de commerce, plutôt un registre pour la collecte des données au niveau des cancers en général. Mais il n'y a rien de concret pour les cancers de l'enfant, ce qui représente un gros handicap lorsque nous partons en plaidoyer devant des institutions internationales. S'il y avait une priorité, Isabelle Kofi, quelle serait-elle pour le futur ou la future présidente de la Côte d'Ivoire? Pour le futur président de la Côte d'Ivoire, nous plaidons pour la gratuité des soins et la prise en charge, même partielle, des médicaments anticancéreux. Alors, je reviens vers vous sur le secteur de la santé. Isabelle Kofi nous parle surtout du cancer pédiatrique, mais qu'en est-il du secteur de la santé de manière plus globale? Oui, vous savez que la politique sociale d'un État se mesure à l'aune de sa politique de protection sociale. Et c'est vrai que les autorités ivoiriennes, depuis Laurent Gbagbo jusqu'à Alassane Ouattara, ont mis un accent particulier sur la santé, mais là encore ça reste insuffisant. Il y a eu l'assurance maladie universelle avec Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est la couverture maladie universelle sous Alassane Ouattara. Mais comme elle l'a dit, il y a des défis. Et je pense que le défi qui attend le nouveau président, c'est surtout d'augmenter le budget de la santé. Le budget de la santé en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui 6% du budget. Alors que les institutions sous-régionales auxquelles appartient la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, demandent 15%, que les États membres accordent 15% de leur budget à la santé. Je pense que si si l'année prochaine, on pouvait passer par exemple de 6% à 10%, voire 15%, ce serait l'idéal. Voilà, votre message est passé en tout cas. Vous avez un dernier mot, Isabelle Kofi? Un appel à lancer au gouvernement, mais aussi à tous les bailleurs, concernant toutes nos activités tournées vers le bien-être et le bien-être de tous les enfants malades en Côte d'Ivoire. On a besoin d'être appuyés et nous espérons que ce message-là trouvera oreille attentive. Votre message est passé. Merci beaucoup. C'est malheureusement la fin de cette émission spéciale délocalisée à Abidjan en Côte d'Ivoire. On s'excuse pour le bruit, parfois, ce sont les aléas du direct. Nous sommes au plein cœur de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Merci à nos invités. Merci également à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à Armelco. Merci à Pascal Allier, Ashraf Habib. Merci à ma Camara, Julia Guggenheim, Caroline Dumais, Damien Kofi. Merci aussi à Boris Vichit au son. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.